Le Conseil national du patronat du Sénégal vous présente l'entreprise citoyenne, magazine radiophonique développé en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. La numérisation de l'état civil au Sénégal, enjeux et perspectives, c'est le thème d'un atelier organisé par Optic, le syndicat des professionnels des technologies de l'information et de la communication, pour se pencher sur une question cruciale concernant le développement du Sénégal, l'état civil, sa fiabilité et sa modernisation. Nous aurons l'occasion aujourd'hui d'en parler avec M. Antoine Ngom, président d'Optic. Nous aurons Mme Die Mandiaïba, directrice du Centre national d'état civil. Nous aurons le professeur Abdoulaye Cissé, professeur des universités, avocat à la Cour. Et enfin, M. Mohamed Tidiane Seck, directeur associé à Performance Management Consulting Group. Qui sommes-nous? Combien sommes-nous? Et comment évolue la population sénégalaise? C'est la question à laquelle nous aurons à répondre aujourd'hui concernant la numérisation de l'état civil, enjeux et perspectives. Commençons notre émission avec M. Antoine Ngom, président d'Optic. M. Antoine Ngom, Optic a organisé au mois de février le CIPEN, le Salon pour la promotion de l'économie numérique, qui a été un gros chantier et un grand succès. Et on vous retrouve juste après sur un atelier sur les enjeux de la numérisation de l'état civil. Qu'est-ce qui a justifié la mise en place de cet atelier par rapport à l'agenda de Optic? C'est vrai que c'est un sujet qu'on a eu à aborder lors du CIPEN, qui est donc le Salon international des professionnels de l'économie numérique. On en était à sa 2e édition, qui d'ailleurs, je crois, consacre maintenant vraiment le CIPEN comme étant un événement incontournable du numérique en Afrique, compte tenu de l'ampleur qu'a eu l'événement et vraiment de la présence de tous nos partenaires internationaux, d'entreprises venant de pays étrangers, que je remercie encore. Oui, d'abord, lors de l'allocution d'ouverture des assises de l'entreprise, le président Baïdi Agne, sur le volet numérique, a d'abord parlé effectivement de ce volet-là, pas forcément en parlant spécifiquement de l'état civil, mais en parlant plutôt de la nécessité de lancer un grand projet lié aux documents sécurisés, dont notamment l'état civil. On s'est dit qu'en fait, on a eu des projets comme Gaïndé dont on devait s'inspirer. Je crois qu'on a un projet comme Gaïndé qui est aujourd'hui vraiment une fierté pour le Sénégal, un système très complexe mais très performant, qui a été d'ailleurs même exporté, vendu à l'extérieur. Donc ça, c'était juste pour dire, aujourd'hui dans le numérique, honnêtement, on a toute l'expertise pour tout faire. Et donc quand on voit que les passeports ou les cartes d'identité nationales ne sont pas confiés au secteur privé local, nous maintenant, ce qu'on dit, c'est que il faut absolument qu'il y ait un grand projet sur l'identification, sur les documents sécurisés. Et on s'est dit, passeport sécurisé, carte nationale d'identité sécurisée, mais en fait tout cela est basé sur l'état civil qui n'est lui-même pas sécurisé. Donc il y a un problème. Je crois qu'il est temps qu'on rebatte les cartes, qu'on mette en place vraiment un système qui tient la route, avec des fondations qui tiennent la route, avec un fichier national d'identification sécurisé biométrique. Donc c'est une des revendications d'abord au niveau du discours du président du CNP, pour ce qui concerne le volet numérique, mais en même temps, on avait un workshop, un atelier donc sur le sujet de l'administration électronique, et c'est le sujet qui a été le plus débattu. Et malheureusement, il nous est resté comme un goût d'inachevé parce qu'on a posé les problèmes. Tout le monde a dit vraiment que c'était l'un des sujets les plus importants du moment. Et pourtant, rien ne se fait depuis des années sur le sujet. On ne parle que de passeport et de carte d'identité et pas du socle de base qui est l'état civil. Donc, j'ai pris l'engagement, à la conclusion de cet atelier, j'ai pris l'engagement d'organiser dans les meilleurs délais un atelier orienté état civil pour vraiment adresser cette problématique et voir ensemble, avec l'ensemble des parties prenantes, comment est-ce qu'on peut adresser de manière efficace cette problématique d'état civil. Et donc, c'est ça qui a justifié
que tout de suite après le CIPEN, qu'on se remette en ordre de bataille pour pouvoir organiser cet atelier qui est d'une très grande importance. On a aujourd'hui l'opportunité de repositionner le secteur privé sénégalais dans le domaine de l'identification, qui est un domaine en fait de souveraineté numérique. Donc, on dit le secteur privé doit être à la base du nouveau système structurant d'identification au Sénégal. Alors, vous avez parlé des compétences nationales qui ont fait leur preuve, que ce soit sur Gaïndé ou sur d'autres produits informatiques, et il y a aussi la souveraineté que vous venez de soulever. Est-ce qu'on peut parler aussi de souveraineté technologique à ce niveau-là par rapport au savoir-faire? Oui, absolument. Moi, je pense que c'est clair qu'on devrait, à chaque fois qu'il y a un projet qui est réalisé par une structure étrangère, s'assurer qu'il y a un transfert de compétences. D'accord? Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le domaine du numérique, je dois dire que franchement, notre souveraineté technologique, elle est presque acquise. D'accord? C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne fabrique pas encore. Je veux dire, on ne fabrique pas encore en fait d'appareils biométriques à proprement parler. Mais aujourd'hui, tous ceux qui réalisent des projets d'identification de ce type-là, ce sont entre guillemets des intégrateurs de solutions avec des composantes qui sont prises à différents fournisseurs. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on revendique, c'est être en fait le maître d'œuvre principal de cette solution-là et avoir la maîtrise de l'ensemble du système pour céder à toute forme de chantage futur. Voilà, donc effectivement, vous avez raison. En termes de maîtrise de la technologie, nous l'avons. En termes de maîtrise même de l'intégration de ce type de projet-là, je pense qu'il est important, effectivement, que les acteurs nationaux en aient effectivement la bonne maîtrise. La numérisation de l'état civil, c'est l'affaire du Centre national d'état civil dont nous avons rencontré la directrice. C'est Madame Ba Demandjaye, directrice du Centre national d'état civil au ministère de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Donc, pour ce qui est de la numérisation, on a constaté après l'état des lieux qu'il y avait un état de dégradation très avancé des registres et des actes et que ça posait un problème de reconstitution. Et donc, pour cela, on a pensé urgent d'aller vers la numérisation pour sécuriser les archives parce que, comme vous le savez, il y a souvent des actes de vandalisme et les usagers sont souvent prompts à aller détruire les archives. Donc, puisque l'État a une responsabilité de sauvegarder les archives des citoyens, il était urgent pour le gouvernement d'aller vers la numérisation des archives. Mais cette numérisation également va nous conduire à aller constituer la base de données nationale sur laquelle nous pourrons commencer à mettre en place l'accessibilité, mais également la disponibilité de données par rapport aux usagers. Aujourd'hui, on a recruté 120 vacataires dans le cadre du projet d'appui à la modernisation de l'état civil du Sénégal. Ils sont disséminés à travers le pays. Ils ont aujourd'hui numérisé les actes d'état civil de presque 200 centres d'état civil et on est à presque 30% de la volumétrie totale. Donc, on a numérisé approximativement 11 à 12 millions d'actes. Donc, maintenant, après la numérisation, on est en train d'utiliser cette base de données numérisée pour aller vers l'indexation. Donc, on a démarré une vaste opération d'indexation de ces actes numérisés. On a, dans le cadre d'un partenariat avec la direction de l'automatisation des fichiers, en vue également d'une plus grande fiabilité des fichiers d'identité et des fichiers électoraux, nous avons utilisé la plateforme de la DAF et aujourd'hui, on est en train de procéder à l'indexation des actes. Donc, on est en train de constituer la base de données centrale en vue de finaliser l'informatisation. Donc, aujourd'hui, l'indexation a cours et c'est à partir des actes numérisés que nous sommes en train de procéder à l'indexation. Quelle perspective peut-on attendre de la numérisation de l'état civil, les conséquences pour l'organisation de la vie au Sénégal? Les résultats attendus, la numérisation va nous permettre de prendre en charge très rapidement le passif, parce que pour la prise en charge du passif, on avait deux choix. Soit aller vers la saisie des actes, et là, ça allait prendre du temps,
Et également, ça allait prendre également beaucoup de moyens et les collectivités locales n'ont pas ces moyens. Ou bien aller à la numérisation et maintenant, à partir de la base donnée numérisée, nous allions constituer la base donnée dynamique. Donc aujourd'hui, après l'indexation, nous allons reverser ces bases données au niveau de chaque centre d'état civil. Donc ça va aller vraiment faciliter et faire un gain de temps sur l'informatisation. Parce qu'aujourd'hui, quand la base donnée est construite à partir de l'indexation des actes numérisés, on la verse sur la base donnée du centre et directement, puisque le centre est informatisé, donc là, ça va aller beaucoup plus. C'est un gain de temps vraiment pour nous sur l'informatisation de l'état civil. Toutes les déclinaisons, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va mettre en place une plateforme. Donc, l'idéal aujourd'hui pour le Sénégal, c'est d'aller vers un numéro d'identification unique. Donc, pour cela, il faudrait qu'on ait un état civil déjà électronique, mais également un état civil fiable. Et donc, la base de données constituée va nous permettre quand même de faire un meilleur usage de l'état civil qui est la base de tous les autres fichiers, mais également ouvrir la porte à une plateforme d'échange de données et vers la constitution également d'un registre national de la population. Le professeur Abdoulaye Cissé, professeur des universités et avocat, a fait une intervention à l'occasion de cet atelier pour présenter différentes réflexions sur la problématique liée à la numérisation de l'état civil. Nous l'écoutons. Professeur Abdoulaye Cissé, nous sommes heureux de vous rencontrer aujourd'hui parce que l'atelier sur les enjeux de la numérisation de l'état civil a été, d'après les témoignages notamment du CNP et d'Optique, l'un des ateliers les plus réussis de l'année et pour ne pas dire de la décennie. Pourquoi? Parce que c'est une problématique qui interpelle chacun d'entre nous, alors qu'en général, les problématiques liées au secteur privé intéressent une catégorie de la population et une fraction seulement du patronat. Mais là, chacun d'entre nous s'est vu au cœur d'un potentiel qui pouvait avoir des enjeux sur son état civil, certes, mais également sur la santé, sur l'éducation, sur la gestion des populations, en un mot, sur les politiques en général. Alors, c'est une préoccupation qu'on a présentée souvent sous l'angle administratif, sous l'angle démographique, sous l'angle technique, ça intéresse les informaticiens, et vous avez développé une préoccupation qui était d'ordre juridique. Quelle était la teneur de votre intervention et quelle vision avez-vous de cette problématique? C'est vrai que l'atelier de la dernière fois était très stimulant au regard du thème et moi, en ce qui me concerne, du sujet qu'on m'avait demandé de traiter, à savoir les enjeux de la numérisation de l'état civil. Ma perspective n'était pas que juridique. Elle était pluridisciplinaire, mais avec peut-être un focus sur des dimensions juridiques, politiques, socio-anthropologiques, voire économiques. J'ai essayé de synthétiser l'ensemble de ces enjeux autour de deux préoccupations majeures. La souveraineté numérique et la modernisation de l'État. À l'intérieur, maintenant, vous pouvez avoir toutes sortes de dimensions. Souveraineté numérique parce que vos auditeurs doivent savoir que l'état civil est un des services fondamentaux dans tout État. C'est comme la carte d'identité de l'État à l'échelle du monde. Quoi de plus normal que de compter ses citoyens, de savoir le nombre de Sénégalais qui existent, et de pouvoir dire ce n'est pas un chiffre utopique. Ce sont des gens concrets, réels, dont on connaît le nom, le prénom, l'affiliation. On les loge dans un arbre généalogique des origines à ce jour et qu'on mette ça dans un registre. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un État qui se respecte, qui se dit souverain, ne puisse pas avoir un registre national d'état civil fiable. J'ai eu à dire durant cette conférence qu'il y a quelque chose qui me choque et que j'ai du mal à digérer. Ça ne me passe pas. Il y a plus de 4 siècles, certains de nos ancêtres ont été capturés et réduits en esclavage. Quelques petits siècles après, on est venu les coloniser.
on en a déporté, on en a tué. Et notre histoire ne sait pas qui a été tué. On nous dit il y a 20 millions, mais on ne sait pas qui est mort. On ne peut pas le prouver. Aujourd'hui, nous voyons même des mouvements de retour chez les Américains, les Antillais et autres, qui reviennent sur les traces du passé pour essayer de retrouver leurs ancêtres. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que c'est un traumatisme refoulé dans l'imaginaire collectif. Et comme on ne peut pas le nommer, il ne guérit pas. Nos sociétés sont des sociétés non résilientes parce qu'elles prennent des traumatismes extrêmement graves et qu'elles ne peuvent pas nommer. Mais ce qui me choque et me frustre aujourd'hui, c'est qu'on est en 2017 et le registre national de l'état civil du Sénégal n'est pas fiable. On n'ose même pas le dire à haute voix. Mais aujourd'hui, sur les 14 millions et poussières de Sénégalais, on a peut-être 5-6 millions de consolidés dans le registre national. Ça signifie qu'en 2017, on aurait pu entrer au Sénégal, dans certaines localités, dans certains villages, capturer des gens et qu'on soit incapable de savoir qui a été capturé. On ne peut pas le prouver. Un État souverain doit respecter immédiatement cette question du registre national d'état civil. Comment? S'il n'y a pas de numérisation, c'est extrêmement compliqué et difficile à faire. Mais avec la numérisation, c'est presque un jeu d'enfant, mais à la condition qu'il y ait une volonté politique très forte autour de ça et une collaboration avec les citoyens. Sans ces deux, on n'avancera pas. Parce que la technologie aujourd'hui, on a même entendu dans la salle un spécialiste des systèmes d'information dire que ça peut se régler en 2 mois. Parce qu'on numérise, il faut des moyens. Mais quand vous regardez les projets politiques, les programmes politiques des candidats dans l'histoire du Sénégal, on ne parle pas d'état civil. On considère que ça va de soi. Et ça ne va pas de soi parce qu'on ne se connaît même pas. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le service public fondamental. Mais c'est le registre aussi fondamental. Parce que de lui et de sa fiabilité dépend la fiabilité de tous les autres registres. Le fichier électoral, le registre du commerce et du crédit immobilier, le casier judiciaire, les fichiers de santé, les fichiers à l'école, les statistiques, les archives. Tout dépend de ça. Quand c'est fiable, l'État commence déjà à se sentir une réalité. Comment peut-on aujourd'hui se projeter, faire de la prévision économique politique en ignorant le nombre de personnes qui vivent sur le territoire, sans connaître le nombre d'enfants, de femmes enceintes, tout ce qu'il y a à prévoir pour anticiper l'avenir, nous l'ignorons. Donc même quand on parlera après de Sénégal émergent, je veux savoir de l'émergence de qui on parle. Est-ce que c'est l'émergence des personnes inscrites ou c'est l'émergence de tout le monde? Ça, c'est le premier axe qui est fondamental, la souveraineté numérique. L'autre axe, c'est la modernisation de la gouvernance de l'État. Un État qui se veut moderne, émergent, c'est un État qui gère en connaissance de cause. Il connaît ses citoyens, il connaît les usagers de ces services publics dont ils sont les destinataires et il est transparent. Quand l'état civil est numérisé, c'est une chose, mais on va plus loin que cela. C'est la dématérialisation des formalités et des procédures administratives et judiciaires qui ne peut pas se réaliser sans une dématérialisation de l'état civil au préalable. Une fois on a ça, vous réduisez l'informel. Et au-delà de l'informel, quelque chose de très important, vous garantissez la sécurité. Pourquoi vous garantissez la sécurité? Parce que vous maîtrisez mieux la fraude, les fausses identités, les faux permis, les faux documents.
à travers l'escroquerie immédiatement, c'est parce qu'on a la possibilité de faire voter des morts, parce que le fichier électoral n'est pas stable. Chaque élection, on parle de l'audit du fichier électoral. Mais ce serait bien d'entendre les hommes politiques parler de la fiabilité du fichier d'état civil. Si le registre national est fiable, le fichier électoral le sera. C'est l'accessoire qui suit le principal. Mais on est tous focus sur les élections en oubliant que même celui qui gagne ne peut pas gouverner parce qu'il n'a pas un registre d'état civil, il ne connaît même pas les Sénégalais. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Organisation des migrations internationales, ils savent quels sont les Sénégalais qui sont dehors. Quand vous allez dans les ambassades qui nous donnent les visas, ils savent quelle est la population sénégalaise en mesure de voyager. C'est un indicateur très important de connaissance d'un pays. Et je leur disais que peut-être demain, sur certaines questions, on va aller demander aux voisins combien d'enfants nous avons dans notre maison. C'est le scandale. Et pourtant, c'est ce qu'on vit. On ne connaît pas nos enfants. On ne connaît pas les membres de notre famille, les membres de notre République. Ça devrait être un élément crucial qu'aucun État ne devrait laisser sans prise en charge globale. Mais quand vous organisez tout ça dans un État moderne, aujourd'hui, ces données-là sont des données qui ont de la valeur. Donc, il faut leur organiser un cadre de régulation. Ce sont des données publiques numériques, des données publiques ouvertes, qui aident d'autres structures à mieux accomplir leur travail. Du coup, vous pouvez créer de la valeur parce que vous avez un fichier fiable. Et malheureusement, nous n'avons pas encore ce cadre légal et réglementaire qui aurait permis de moderniser et de booster la qualité du service public dans notre pays. Donc, de mon point de vue, la prise en charge de cet impératif de souveraineté et de modernisation de l'État comme deux piliers forts de l'État d'abord et de l'État civil ensuite pourrait permettre, en conjuguant l'ensemble des facteurs politiques, économiques, socioculturels, technologiques, environnementaux et juridiques, de faire avancer les choses. Merci beaucoup, professeur. La question de la numérisation de l'état civil n'a pas manqué d'interpeller les pouvoirs publics, mais également les experts. Monsieur Mohamed Tidiane Seck, directeur associé de PMC, Performance Management Consulting Group, était le modérateur des discussions qui ont suivi les présentations lors de cet atelier de optique organisé en partenariat avec le CNB. Monsieur Seck nous livre sa réflexion sur les enjeux et perspectives de la numérisation de l'état civil. Monsieur Seck, vous êtes directeur associé à Performance Group qui a participé à la réflexion et à la présentation lors de l'atelier sur les enjeux de la numérisation de l'état civil. Alors, le contexte est porteur puisque nous sommes tous à la recherche de nos cartes d'identité. Donc, on se rend bien compte de l'importance que ces questions peuvent avoir, déjà pour l'identification de la population, et ensuite tous les enjeux qui sont liés à la natalité, au développement, à la planification. Donc, on voit bien que nous sommes au cœur d'un problème d'une teneur stratégique extrêmement importante. Alors, par la hauteur que vous avez en tant qu'expert conseil, comment avez-vous abordé cette problématique lors de l'atelier ? Vous avez vraiment tout à fait raison de poser le problème en ces termes, puisque en réalité, la question de l'état civil doit d'abord être vue comme une question encore plus large, c'est la question de l'État. L'État est constitué non seulement, si vous prenez un pays, prenons le cas du Sénégal, pour prendre des exemples comme concrets, le Sénégal, c'est d'abord des limites frontalières. Donc, qu'on voit bien sur la carte du monde, on dit ça, c'est le Sénégal. Et limites qui sont internationalement reconnues. C'est le premier élément d'un État. Ensuite, le deuxième élément, ce sont les personnes qui vivent dans ces frontières-là, ce sont les populations. Et enfin, le troisième constituant, ce sont les règles, les us et les coutumes que ces populations désirent édicter entre elles pour pouvoir vivre en harmonie. Ce qu'on appelle les institutions, la loi, etc. Voilà, on voit bien donc que la question de la population est une question centrale au cœur de l'État. Et donc, nécessairement, il faut savoir qui nous sommes,
qui est qui, comment nous nous appelons. Et c'est là où la question de l'enregistrement des personnes physiques devient une question absolument essentielle, ne serait-ce que d'un point de vue justice, pour que chaque individu, pour accéder à ses droits, et puisse évidemment assumer ses devoirs. Après, il faut avoir une perspective historique. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Le Sénégal, c'est un pays africain. Nous avons une histoire et des traditions orales, non écrites. Donc, les questions d'état civil, c'est des questions héritées de la colonisation. Mais aujourd'hui, on est dans le monde moderne. On ne peut pas se dérober et faire cavalier seul. Nous sommes obligés de faire comme tous les autres pour pouvoir nous développer, pour pouvoir donner la possibilité aux politiques de définir justement ces politiques-là en matière de santé, en matière d'école, etc., en matière de développement tout court. Il est absolument important qu'on sache mais sur quels chiffres travaillons-nous. Or, tout le monde peut constater, et je vous donne les derniers chiffres de l'ANSD, donc l'Agence nationale des statistiques, vous avez 36% des Sénégalais qui ne sont pas déclarés à la naissance. 36%. Vous avez 65% des Sénégalais qui ne sont pas déclarés lorsqu'ils décèdent. Et vous avez 72% des mariages au Sénégal qui ne sont pas déclarés. Vous voyez bien donc qu'on est très loin de l'état civil, parce que l'état civil, c'est trois choses. C'est la déclaration des naissances, c'est la déclaration des décès, et c'est enfin les unions, donc c'est les mariages. Si on est à ce niveau de chiffres, vous comprendrez bien que donc on est très loin de ce que nous devrions avoir. Maintenant, comment aller vers une solution? C'est là qu'on interroge la situation du monde, on regarde ce qui se passe ailleurs. Et il se trouve que nous sommes au XXIe siècle, c'est le siècle de la société de l'information. Et sous ce rapport, quand on regarde ce qui se passe dans un certain nombre de pays qui ont des problèmes énormes sur ces questions, je veux citer le cas de l'Inde, 1,2 milliard d'habitants, avec des problèmes de caste. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais disons, l'Inde est un pays qui a pris ce problème à bras le corps et par des techniques de biométrie a mis en place en Inde un référentiel biométrique et sur une période de 5 ans, ils ont biométrisé l'intégralité de la population, y compris les enfants. Ils ont donc aujourd'hui ce qu'on appelle une base de données, un référentiel biométrique qui identifie de façon absolument certaine l'intégralité de la population. Et à partir de cette base, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Toute naissance provoque une entrée dans ce référentiel, tout décès est signalé dans ce référentiel. C'est déjà donc ça. Vous voyez que je parle de référentiel, je n'ai pas encore parlé d'état civil. Maintenant, si on a ce référentiel commun, qui est le référentiel biométrique, évidemment, comme je l'ai dit, les naissances vont être répertoriées, les décès vont être répertoriés, et de façon certaine, quand il y a des couples qui se marient, en allant sur ce référentiel-là, on peut trouver leurs identifiants et enregistrer ce fait, ce qu'on appelle un fait d'état civil, c'est le mariage. Voilà la véritable solution qui a été mise en œuvre en Inde, parce que l'Inde a considéré que ce n'est que par cette option et qu'ils pouvaient régler définitivement leurs problèmes de population. Qu'est-ce qu'on voit dans nos pays? Au Sénégal, par exemple, on a déjà connu des cartes d'identité dites biométriques. Pourquoi on veut changer aujourd'hui? Mais c'est parce que ce qui a été fait sur ces cartes a montré dans le temps que ce n'était pas fiable. Aujourd'hui, on est en train de recommencer avec des cartes d'identité, on va dire CEDEAO. Mais vous voyez bien que moi, dans tout ce que j'ai dit sur l'état civil, je n'ai pas parlé de carte d'identité, parce que la carte d'identité n'est qu'une conséquence de l'état civil. Eh bien donc, si on ne règle pas dès le départ la question de l'état civil, c'est absolument illusoire de penser qu'on va régler le problème par le biais de la carte d'identité. Donc, il faut mettre les choses dans l'ordre. Maintenant, on va nous parler de questions de coûts, de questions financières. Effectivement, ce processus-là coûte cher. Mais lorsque vous avez un processus qui coûte cher, mais que vous décidez de le faire une bonne fois pour toutes, je viens de vous dire que en 2007, je crois, on a fait les cartes d'identité. Ça nous avait coûté, si je me rappelle bien, on avait parlé de 12 milliards pour faire la carte d'identité et le fichier électoral à l'époque.
Aujourd'hui, je crois que les derniers chiffres que j'ai, on nous parle de 50 milliards, un projet en PPP pour faire la nouvelle carte d'identité. Moi, je suis absolument persuadé, parce que j'ai quand même benchmarké, j'ai regardé ce qui se passe ailleurs. Avec la même somme, voire une somme moindre, on est capable de faire le référentiel biométrique et du référentiel biométrique tirer de façon fiable cette fois-ci et définitive la carte d'identité, le passeport, ainsi que tous les autres documents qui sont liés à la personne physique, permis de conduire, etc., etc. Et pour le financer, aujourd'hui, il faut imaginer des financements par l'activité. Lorsqu'on a une infrastructure de données telle que ce que je viens de décrire, c'est-à-dire un référentiel national biométrique, beaucoup de processus qui utilisent naturellement la donnée personne physique et qui, derrière, produisent un service, peuvent être payés et une partie de ce paiement peut être récupérée pour financer l'état civil. C'est vraiment ça, la vraie solution. Un exemple pour l'illustrer. Quand vous allez dans une banque, on vous demande votre carte d'identité. On regarde la carte d'identité et puis sur cette base, on vous paye. Mais on vous demande même quelquefois votre numéro de téléphone et on vous paye. Aucun contrôle n'est effectué sur le fait que cette carte d'identité est bien la vôtre ou bien que le numéro de téléphone est bien le vôtre. Alors que si on a un référentiel biométrique, cette fois-ci vous donnez votre code, le système va vérifier sur une base centralisée et au retour, votre photo va apparaître, pas parce que vous l'avez donnée, mais parce que cette photo a été répertoriée dans la base. On pourra faire la comparaison, vous pouvez poser votre doigt, on va vérifier sur cette base, c'est bien vous et personne d'autre, et c'est comme ça que le service va être délivré par la banque de façon sûre et certaine. Et derrière, évidemment, la banque bénéficiant de ce service qui lui assure une sécurité dans cette transaction va payer une somme modique, transaction par transaction, vers le financement de ce fameux fichier de référence nationale que j'appelle le référentiel biométrique national. Vous avez tout à fait raison de parler donc de cette démarche. À présent, est-ce qu'on peut imaginer des transferts de compétences, d'expériences, de technologies qui permettraient au Sénégal d'avoir la maîtrise technique de ce type de démarche? Oui, mais là, je dois dire tout de suite que nous sommes en train de parler de technologies qui sont aujourd'hui éprouvées, qui sont connues, qui sont documentées. Il faut savoir aussi qu'au Sénégal, nous avons énormément de compétences. Il y a énormément de Sénégalais qui travaillent déjà dans ces structures-là. Les Sénégalais qui sont ici sur place au Sénégal, vous pouvez me croire, ont la capacité de faire ce type de travail. Juste un exemple. Il y a, je crois, 2-3 ans, le gouvernement actuel avait lancé un travail d'identification fiable du personnel de l'État avec un fichier biométrique. Évidemment, la technologie a été achetée, des valises biométriques, etc. Mais ce travail a été entièrement mené ici par les agents de l'ADIE, jusqu'à son terme. Donc la compétence est là. Et plusieurs d'autres exemples l'ont montré. Même le premier système de carte d'identité qui a été fait ici au Sénégal en 2007, mais il n'y avait pas que des étrangers. L'essentiel du travail a été fait par les Sénégalais. Donc aujourd'hui, les Sénégalais connaissent ce type de technologie. Le reste, c'est un problème d'organisation. Nous avons une administration qui a la capacité d'organiser un recensement national biométrique que j'appelle le recensement base 0. L'Inde l'a fait en 5 ans. Je suis persuadé que en moins de 1 an, ce travail peut être fait au Sénégal et à ce moment-là, vous savez ce qui va se passer? C'est que on ne fera plus jamais de recensement. Parce que le recensement sera permanent. Le recensement qu'on fait tous les 10 ans, ça nous coûte combien? Autour de 10 milliards. Oui, donc de façon sempiternelle, on répète à coup de milliards et de milliards, 10 milliards, 15 milliards, 50 milliards, on refait la même chose et on n'est pas satisfait et on n'a pas un bon système, on n'a pas une connaissance de cet élément essentiel qu'on appelle les personnes physiques et qui constitue le second levier de l'État. L'autre conséquence extrêmement grave, je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est le fait que, mais il y a énormément de Sénégalais sans aucun droit. Ils ne votent pas, personne ne s'en préoccupe. Chaque année, à l'occasion des examens d'entrée en 6e, on découvre comme ça par la presse
Le dernier chiffre, je l'ai parfaitement en tête, mais c'est récurrent. Hein. 50 000 élèves n'ont pas pu passer l'entrée en sixième parce qu'on ne les a pas déclarés. Où est la faute pour ces gens-là? C'est des enfants. Et ces enfants-là, parmi eux, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très compétents. Peut-être que certains sont même premiers de leur classe. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ces enfants-là, on arrête leur évolution vers l'éducation. Et après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Personne ne s'en préoccupe. Ça, c'est véritablement un drame. Je mets de côté tous les dysfonctionnements que ce genre de situation apporte au pays au niveau de la définition des politiques publiques. Parce que les politiques publiques, on les applique aux populations sur la base de chiffres. Combien y a-t-il de Sénégalais scolarisés? Si on ne connaît pas ces Sénégalais-là, ben sur quelle base réelle on va valider nos calculs? Et ça soulève un autre problème extrêmement important, c'est le problème des données. En Afrique, on n'a pas de données. Quand aujourd'hui vous demandez aux entreprises de fournir des données pour le commerce, bon, évidemment, ce sont les grandes entreprises connues, pignon sur rue. L'économie du Sénégal tient essentiellement par toute une floraison d'entreprises et de micro-entreprises qu'on appelle le secteur informel, qui produisent une très grande partie de la valeur ajoutée au Sénégal, mais cette économie reste inconnue et on s'en contente. Voilà, ces systèmes d'identification qui permettront la traçabilité de toutes les personnes, mais à travers les personnes, les biens, parce que les biens appartiennent à des personnes. Les immeubles, les terrains appartiennent aux personnes. Vous me voyez venir, c'est qu'au-delà des personnes, après il y a le patrimoine. Or, ce qui fait la richesse d'un pays, c'est les prélèvements qui sont faits sur le patrimoine. C'est l'impôt foncier, c'est l'impôt sur les biens. Aujourd'hui, notre économie, enfin notre gouvernement, notre budget est essentiellement basé sur l'impôt sur le revenu. Mais on n'ira pas loin avec ça. On n'aura jamais des budgets à 2-3 chiffres en termes de milliers de milliards. Aujourd'hui, on nous parle de budget de 3 000 milliards. Très bien, mais vous allez dans n'importe quel pays comparable au nôtre, dans d'autres contrées, on ne va pas parler de 3 000 milliards, on va parler de 30 000 milliards. Donc voilà, poser les problèmes. On a commencé par l'état civil, mais on voit bien que les ramifications sont absolument infinies dans l'ensemble de l'économie nationale. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous interpellent depuis quelques années. Je me souviens que l'année dernière, aux assises du CNB, en 2016, le directeur des impôts et domaines avait dit que l'impôt foncier était le plus difficile à percevoir au Sénégal. Parce que la Maison Bleue, à côté de la mosquée, ce n'est pas une adresse. Et effectivement, n'arrivant pas à identifier au niveau du cadastre qui était susceptible de payer l'impôt, il n'y avait pas de prélèvement. Et je vois aussi toutes les problématiques qui sont liées au renouvellement des permis de conduire, la numérisation des permis de conduire, la traçabilité des contraventions. Effectivement, on revient toujours à ce souci d'état civil. Donc ça prouve bien le côté central de cette question. Il n'y aura pas de développement sans qu'on ait réglé cette question. Alors, quels sont les obstacles aujourd'hui ou les freins à lever pour pouvoir arriver rapidement à la numérisation de l'état civil? D'abord et avant tout, un obstacle d'organisation, de gouvernance. Je suis persuadé que toute une série de responsables qui sont liés à ces questions, que ce soit au niveau des collectivités locales, au niveau des maires, au niveau du gouvernement, ministère de l'Intérieur, au niveau supérieur, Premier ministre, Président de la République, je suis persuadé que tous sont conscients des problèmes qui sont liés à l'état civil. Mais il faut dépasser cette prise de conscience pour aller à l'action. Mais aussi aller à l'action, pas de façon désordonnée. Aujourd'hui, si vous interrogez les initiatives, il y a une initiative qui se mène sans véritablement un pilote dans l'avion. Vous avez l'état civil qui est actuellement en train de dérouler un projet, financé, je crois, par l'Union européenne. Mais le travail qui est fait là-bas n'intéresse pas forcément et directement le ministère de l'Intérieur, qui fait sa carte d'identité, ses passeports, le ministère des Transports. Voilà, donc le lien qu'on vient d'établir qui est évident ne se traduit pas par une prise en charge coordonnée au niveau gouvernemental. C'est pour cela que lors de ce fameux atelier, tout le monde a été unanime pour dire qu'il faudrait désormais, pour attaquer cette question, une prise en charge au plus haut niveau en termes d'organisation. Et d'aucuns disaient d'ailleurs que cette sorte de task force, comité qui devait prendre en charge
la gouvernance devrait être présidée au moins par le Premier ministre, pour qu'on ait le niveau d'interministérialité suffisant pour que l'ensemble des acteurs puissent parler déjà le même langage et qu'on ait un vrai pilote. Je crois que sur cette base, les idées vont pouvoir être cristallisées autour d'une vision commune. Et c'est seulement à partir de là qu'on aura la possibilité, disons, d'entrevoir la solution. Sinon, comme ça se fait depuis plus de 30 ans, hein, moi je me rappelle, c'est en 1988. À l'époque, c'était la délégation à l'informatique de l'État, sous Magatte Diouf, qui avait lancé le premier projet d'état civil numérisé avec ce qu'on appelait à l'époque des disques optiques numériques. Le problème reste entier. On nous parle encore de numérisation. Le problème, c'est pas un problème de numérisation, c'est un problème d'organisation, de savoir qu'est-ce qu'on veut, quelle est la vraie solution qui nous permette non seulement de dépenser moins, mais d'avoir une vraie économie, c'est-à-dire de gagner de l'argent autour de la mise en place d'un vrai référentiel des personnes physiques au Sénégal. Nous allons donner le mot de la fin à M. Antoine Gomme, président d'Optique, pour les perspectives d'avenir liées à la question sur la numérisation de l'état civil. Alors, qu'est-ce qu'il est sorti de cet atelier? Là, vous avez pris le temps d'aller au fond des choses. Il y a eu des interventions intéressantes de la directrice du Centre national d'état civil, le professeur Abdoulaye Cissé, de notoriété internationale. Il y a eu le cabinet Performance Management Consulting qui est intervenu également. Qu'est-ce qui est ressorti de cet atelier par rapport à la vision que vous aviez formulée? Je voudrais d'abord, avant d'en venir à ce qui en est sorti, quand même remercier ces différents acteurs qui sont intervenus. D'abord, Madame Ba, la directrice du Centre national d'état civil, qui a quand même fait une excellente présentation et qui nous a permis de savoir où est-ce qu'on en était aujourd'hui. C'est important. Donc, tous les acteurs ont pu se mettre à niveau pour savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est au Sénégal dans le cadre des projets de l'état civil. Je remercie également le professeur Abdoulaye Cissé, toujours formidable, qui est très pédagogue. C'est un professeur et donc qui a fait également une excellente contribution à cet atelier-là. M. Tidjane Seck, qu'on connaît aussi tous dans le secteur de PMC, donc qui a effectivement fait une contribution appréciable et qui a conduit la table ronde qu'on a eue sur le sujet. Alors, bien entendu, c'est un sujet qui intéresse tout le monde et donc j'en profite pour en fait remercier tous les acteurs qui étaient là présents. Je crois que c'est l'un des rares ateliers où on a vu presque tous les ministères qui étaient là présents parce que l'état civil effectivement concerne tout le monde. Alors, ce qu'il en est sorti, il y a plusieurs recommandations. Et en fait, ces différentes recommandations vont être portées à la connaissance des plus hautes autorités. L'objectif, c'était un peu de voir quelles sont les recommandations phares, quelle est la méthodologie, quelle est la démarche pour pouvoir en fait réaliser enfin la numérisation de l'état civil. Ce qu'on a remarqué, c'est la dispersion des différentes initiatives, le manque de collaboration et de coordination entre les différents acteurs. Donc, la principale recommandation, c'est qu'il y ait en fait un instrument de pilotage et de collaboration unique. La principale recommandation, c'est qu'il y a une multitude de projets dans les collectivités locales, au niveau du Centre national d'état civil, au niveau de différentes instances, ou bien des mairies individuellement qui ont leurs projets, un groupe de mairies qui ont leurs projets, avec tel ou tel acteur, etc. Donc, des initiatives vraiment éparses qui justifie qu'aujourd'hui, on mette en place un instrument de pilotage qui permette d'englober en fait l'ensemble de ces acteurs-là et donc d'intensifier donc la collaboration entre les différents acteurs. Si on avait une seule recommandation à formuler, je crois que c'est la recommandation en fait d'unification du pilotage de la numérisation de l'état civil. L'autre chose, c'est qu'on a des freins au point de vue juridique. Donc, le cadre juridique demande aussi à être mis au goût du jour. Il y a au moins une vingtaine de recommandations, mais je voulais juste citer quelques-unes qui sont l'unification du pilotage, le cadre juridique, et puis, bien entendu, le IT Board, donc le Conseil national du numérique, dont tout le monde parle, pourrait également aider à conseiller sur les directions à prendre pour ce qui concerne la numérisation de l'état civil. Merci beaucoup, Président.
Voilà, nous sommes à la fin de notre émission L'entreprise citoyenne. Le Conseil national du patronat et la Fondation Konrad Adenauer vous remercient pour votre attention et vous fixent rendez-vous pour la suite du programme.